je reviens à l'autre bout de la chaîne maintenant, en rebondissant sur un sujet qu'on a effleuré ce matin, mais qui néanmoins existe bien, c'est la diversification des goûts, la diversification des produits, des bières, etc. Et ce que je vous propose, c'est d'aborder ce sujet peut-être en 3 temps. Un premier temps où on fera un peu l'état des lieux, de quoi s'agit-il, quelle importance ça a, sous quelle forme ça se traduit, etc. Deuxième temps, quelles sont les tendances? Est-ce que c'est un phénomène conjoncturel? Est-ce que c'est lié à la crise? Est-ce que ce sont de nouvelles cultures, bon, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus durable? Donc là, on aimerait avoir vos avis. Et puis, troisième temps, on voudrait avoir un peu le décodage en termes de perspective. C'est-à-dire, quelle projection on fait pour les prochaines années? Est-ce qu'il faut vivre avec cette perspective de diversification? Et quelles conséquences ça peut avoir sur toute la chaîne et dans les différents métiers? D'abord, est-ce qu'il y a une définition de la bière? Est-ce que tout peut être appelé bière? J'imagine qu'il y a un cadre, mais peut-être pas. Enfin, à vous de nous le dire. Et puis, quel est ce phénomène? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fabrications de bière avec autre chose que du malt et de l'orge? Gérard Laloy. Oui, alors, oui, il y a des définitions de la bière. Alors, comme j'ai travaillé un peu le sujet cette nuit, Jean-Paul, non, pour être sérieux, par exemple, si je prends l'Union européenne, sur 27 pays, seuls 6 n'ont pas de définition de la bière. Chypre, le Danemark, la Finlande, et puis nos amis anglais, bien entendu, l'Irlande et la Pologne. Mais sur les 21 pays restants, tous ont effectivement une définition de la bière, et dont certains, par exemple 5, dont la France, non seulement ont une définition précise, mais déterminent dans leur texte la quantité de malt à utiliser. Par exemple, il y a un décret en France qui date de mars 92 qui dit que pour qu'un produit porte la dénomination bière, vous devez avoir au moins 50% de malt. En Belgique, au moins 60% de malt. En revanche, vous avez 3 autres pays qui ont une définition de bière, mais qui effectivement ne font pas dans leur texte expressément mention du malt. C'est l'Autriche, la Pologne et la Lituanie. Mais quand même, quand on regarde au niveau européen, donc sur 27 États membres, et qu'on s'aperçoit que 21 ont une définition de bière, quand par exemple, au sein de réunions que certains d'entre nous connaissent bien, nous émettons l'idée peut-être qu'une législation européenne enfin qu'une directive européenne serait intéressante en matière de définition de bière, tout le monde autour de la table dit non. Attends, non, nous avons aujourd'hui 21 pays qui avons une définition, c'est la définition de nos pays qui doit primer. Et si les 6 autres pays veulent nous rejoindre, nous sommes prêts à travailler avec eux. Donc effectivement, il y a des définitions. Il y a aussi une autre notion, et on en a parlé ainsi pendant le déjeuner, une autre notion qui me paraît importante, c'est que certains pays, soit au niveau de leur législation nationale, soit au sein de leur association professionnelle, exigent l'étiquetage, de manière à ce que sur l'étiquette, on voit bien la composition du produit et donc la nature des ingrédients. Par exemple, la Grèce, le Portugal, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie exigent légalement que sur l'étiquette soit portée la composition. Et vous avez des pays, pas des moindres, comme les Pays-Bas par exemple, comme la Finlande, comme l'Italie, qui eux, professionnellement, se sont engagés à inscrire sur leurs étiquettes la composition de leurs produits. Par rapport à cette question que vous me posez sur la définition, oui, il y a des définitions européennes, encore une fois pour la très très grande majorité des pays, et quand elles n'existent pas, les pays sont passés par l'étiquetage. Ça c'est le premier point. Alors le deuxième point que vous m'avez posé, deuxième question, est-ce que oui, est-ce qu'il y a un souhait de diversification? Alors oui, bien entendu, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit ce matin, mais grosso modo, il y a 3 grandes stratégies, enfin je suis tenté qu'on puisse appeler ça stratégie. Vous avez les bières de recettes. Mais les bières de recettes, c'est ce que j'appelle la curiosité. Par exemple, et encore une fois, je ne veux pas être dénigrant, parce qu'en matière de marketing, dès lors que le consommateur l'accepte, tout est positif. Mais nous avons de la bière au nougat. J'appelle ça quand même de la curiosité, si vous voulez. C'est une recette au nougat, mais c'est de la curiosité. En revanche, vous avez un deuxième phénomène qui me paraît plus important, qui sont les bières d'origine. Et là où les brasseurs locaux
se servent effectivement de matières premières locales, qui ne sont pas forcément, en tout cas uniquement de l'orge de brasserie, pour illustrer leur appartenance à un pays. Par exemple, les brasseurs corses utilisent de la châtaigne. Hein. Par exemple, les Bretons utilisent du blé noir ou du sarrasin. Et puis, si maintenant on passe aux régions du monde, en Afrique, vous savez bien qu'on peut utiliser le sorgho. En Asie, vous savez bien qu'on peut utiliser le riz. Enfin, les Sumériens utilisaient de l'épeautre. Alors. Mais le troisième facteur, et qui probablement explique l'évolution très très forte qu'on a décrite ce matin sur les bières de spécialité, sont en réalité ce que j'appelle des bières de segmentation, c'est-à-dire des bières qui ont créé un véritable sillon. Par exemple, les bières ambrées belges et les bières d'abbaye qui sont devenues un véritable sillon mondial. Les bières aromatisées, grâce, il faut le dire, à l'innovation de Corona, qui a proposé sa bière avec, vous savez bien, une alimentation tequila, ont véritablement créé des segments de consommation extraordinairement forts. Pardon ? Oui, absolument. Et là, vous créez des modes de consommation nouveaux. Bon. Mais il est quand même à remarquer que quand vous êtes dans le domaine de la bière d'abbaye, quand vous êtes dans le domaine de bière, appelons-les mexicaines, vous utilisez quoi comme matière première de base, sinon l'orge de brasserie? Donc vous voyez, bien sûr qu'il y a des diversifications, mais encore une fois, il y a la curiosité, il y a la culture, et puis il y a la véritable segmentation. Et on s'aperçoit, en tout cas aujourd'hui, que dans la vraie segmentation, vous avez l'orge de brasserie. Et puis je termine. Vous avez vu, et vous le savez, que la brasserie est un marché mondial, que les grands brasseurs internationaux jouent évidemment sur leur marque mondiale. Et quel est l'objectif numéro un d'un brasseur international? C'est que la qualité de sa bière sous sa marque, où que vous la buviez, à quelque moment que vous la buviez, à Anchorage en Alaska, à Pékin, à Johannesburg ou à Paris, à Saint-Germain, soit strictement de la même qualité et perçue comme étant la même qualité. Et c'est là où, pour ces grands brasseurs internationaux, l'importance de la matière première unique partout dans le monde est déterminante. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que la matière première qui détermine le goût, bien entendu, sinon à quoi servirait les levures, à quoi servirait tout le processus de brassage, etc. Mais c'est quand même déterminant. Donc c'est pour ça que je pense que malgré tous ces efforts de diversification, un, la céréale demeurera, et deux, en tout cas pendant 10, 15 ans, 20 ans, je pense que l'orge de brasserie demeurera la céréale majeure. D'accord, donc merci Gérard Laloy. Donc un phénomène, mais vous parlez plus finalement de segmentation que de véritablement mouvements qui s'inscrivent dans l'ampleur et la durée. Alors je me tourne vers Philippe Lerman pour lui demander, en tant que malteur, est-ce qu'il partage cette analyse? Est-ce que ça l'interroge en tant que malteur? Est-ce qu'il se dit, voilà, est-ce qu'on va fabriquer de la bière avec autre chose que mon malt? Et est-ce qu'il faut que je commence à regarder peut-être de nouvelles matières premières pour répondre à ces nouveaux marchés? Philippe Lerman. Alors, je m'interroge bien sûr, enfin j'ai même quelques certitudes. Si on regarde certains marchés au-delà de l'Europe, il y a deux exemples qui sont flagrants et connus de la majorité des gens parce qu'ils ont été largement médiatisés. Il y a déjà depuis quelques années une boisson qui, au Japon, a le droit d'être appelée plutôt bière, mais bière de 3e génération, qui est faite sans malt. Mais ça, c'est pour des raisons réglementaires et de taxation, puisque le Japon avait mis des taxes très importantes, des excises très importantes sur la bière avec du malt fait normalement. Donc il y a eu une première vague ensuite de contournement où les brasseurs ont sorti ce qu'ils ont appelé le haposhu, qui avait au maximum 15% de malt, puisque c'était la réglementation japonaise, pour échapper à certaines excises. Et quand le gouvernement japonais s'est aperçu qu'il faisait des grosses pertes à cause de cet artifice, ils ont retaxé le haposhu et les brasseurs ont trouvé un troisième moyen de faire une boisson dite bière de 3e génération avec du grain bien sûr, mais pas de malt.
Alors, j'ai jamais eu le plaisir de goûter cette bière de 3e génération, mais les spécialistes m'ont confirmé que c'était pas dans les goûts standards européens en tous les cas. Je crois que bon, il y a un autre exemple effectivement qui a été largement médiatisé l'année dernière, qui est une bière sans malt. Mais une bière, ça a besoin de toute façon d'une base sucrée qui vient automatiquement de l'amidon végétal, donc des céréales. Alors effectivement, en Afrique, quand il y a des interdictions d'importation ou des taxes d'importation sur les orges très élevées comme au Nigeria, on a appris à faire de la bière avec du sorgho, on a appris à contourner les problèmes techniques. Les brasseurs, pour ça, on peut leur faire confiance, sont très créatifs. Mais pour faire une bière, on a besoin d'une source d'amidon et d'enzymes. Le travail du malteur, c'est de libérer l'amidon du grain d'orge ou éventuellement de blé, et de produire des enzymes dans le grain, c'est de gérer la machine biochimique. On peut le faire complètement artificiellement. Derrière, c'est le consommateur qui choisit. Et jusqu'à présent, on a l'impression quand même que le consommateur fait la différence. Alors, derrière, une fois ceci dit, il y a quand même certaines évolutions, bien sûr. Une évolution importante, ça reste que le versement, c'est-à-dire le nombre de kilos de malt par hectolitre en moyenne, et là on raisonne en moyenne sur le monde, a quand même baissé de pratiquement 10% ces 5 dernières années. C'est pour des raisons économiques d'un côté et pour des raisons d'évolution de type de consommation. Sous les tropiques, par exemple, on boit des bières glacées, conserves glacées à 0 degré, qui sont à 3-4% d'alcool, qui automatiquement ont besoin de moins de sucre, donc de céréales dedans, que